Made in Cameroun se vend bien, se vend d'ailleurs très bien par les temps qui courent au Cameroun, plus qu'un simple slogan politique. Dans les faits, ces graines se sèment à travers le triangle national et déjà, on voit bourgeonner comme des espérances et des promesses d'un lendemain meilleur avec ce qui se fait de mieux ici. Et justement, ce soir ou ce matin, nous vous amenons à la table des tubercules, car dans le fauteuil d'invité de notre programme interview, nous recevons Madame Paulette Mbem. Elle est entrepreneure sociale et elle a décidé justement de montrer à la face du monde que le blé venu de Russie ou d'Ukraine n'est pas si meilleur que ça en comparaison avec nos tubercules, notamment le manioc. Madame Paulette, bonjour, bonsoir. Bonjour. Justement, on parlait de votre domaine d'activité. Vous avez décidé d'innover. Et dans cette transformation innovante, justement, on revient sur les tubercules et les farines que vous faites avec. Comment ça se passe? Alors, il se passe que depuis 2019, nous avons engagé, on va dire, un combat ou alors une sensibilisation auprès des populations pour leur faire connaître ou alors faire découvrir les opportunités liées à la transformation de nos tubercules et des graines en farine panifiable. Et donc, on s'est dit, pour atteindre nos objectifs, il était question qu'on travaille avec les producteurs. Et jusqu'à ce jour, on a quand même réussi à mettre ensemble sur les plateformes différentes les producteurs en fonction des spéculations. D'accord. Alors, vous parlez de 2019. C'est près de 2 ans avant le conflit en Ukraine et la pénurie de blé qui a embrasé le monde et par ricochet les pays d'Afrique, dont le Cameroun. Les producteurs que vous avez sous la main fournissent-ils suffisamment de matières premières pour faire en quantité suffisante ces farines qui pourraient être des substituts valables de la farine de blé, en l'occurrence? Disons que le travail qui se fait est de les mettre de créer des coopératives. Par exemple, dans le cadre du manioc, on a déjà près de 500 producteurs. Et donc l'idée justement, c'est de faire en sorte que mis ensemble, qu'ils puissent résoudre le problème de la consommation. Parce que la farine, c'est un produit de consommation courante. Bien sûr. Donc, si on ne travaille pas suffisamment en arrière-plan sur ceux qui produisent la matière première, c'est sûr que la demande ne sera pas suffisante. Donc, l'objectif même, c'est de réunir, parce qu'on a commencé avec le littoral, on est aussi déjà dans le centre. C'est vraiment de mettre ensemble tous les maillons de la chaîne, surtout en commençant par la production. Pour le moment, c'est pas encore ça. Surtout que la transformation aussi est encore, on va dire, très peu développée. Donc, du coup, les producteurs qui sont réunis en ce moment peuvent déjà répondre aux besoins des transformateurs. D'accord. Vous transformez quoi? Peut-être on aurait dû commencer par là. Ok. On transforme tout ce qui est tubercule. Le manioc, la patate, l'igname, les plantains, les pommes de terre, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît comme tubercule. Et maintenant, il y a les graines aussi. Il y a le maïs, le riz, le mil, pour le moment. D'accord. Donc, mais ça, c'est en général. Mais on a choisi 5 spéculations qui répondent aux, on va dire, qui sont des produits acceptés ou alors choisis, oui, par la stratégie gouvernementale de développement 2020-2030. Donc, qui sont la patate, le manioc, le plantain et le maïs. Donc, voilà les 4 spéculations pour lesquelles on travaille en ce moment, de façon particulière. C'est l'un des aliments les plus consommés au monde, le pain. Et tout ce qui tourne autour de la pâtisserie par ricochet. Au Cameroun, on a ressenti de plein pied les affres de l'intervention russe en Ukraine avec la pénurie de blé et les augmentations qu'on a vues chez les prix du pain au Cameroun. Et vous apportez cette alternative de farine à base de tubercules, donc farine locale, pour la consommation ou alors pour la fabrication du pain. Vous nous parlez justement de cette innovation? Ok. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un peu avant la crise qu'on connaît. Oui. On va dire qu'elle est venue nous donner un coup de pouce parce qu'avec elle, il y a eu la flambée des prix, du prix du blé.
Et donc, il fallait trouver des alternatives parce que tout le temps, on va dire, dans toutes les familles, on consomme en moyenne un produit dérivé. Si ce n'est pas le pain, c'est le biscuit, c'est le gâteau, c'est quelque chose. Donc, il fallait trouver des substances, des alternatives. Et donc, on a travaillé. Moi, je forme déjà dans la transformation. Depuis 2020, je forme, j'accompagne les jeunes et les femmes dans la transformation de ces tubercules en farine. On a déjà fait plusieurs régions. Et une chose est de former des gens à obtenir des farines et une autre chose est aussi de former à l'usage de ces farines. Bien sûr. Donc, au premier atelier, on associe justement l'atelier de manipulation. Comment est-ce qu'utiliser ces farines-là, parce que c'est toujours pas aisé, parce qu'elles ont justement des particularités qui les différencient à la farine de blé. Bien sûr. Voilà. Quel est l'accueil qui a été réservé justement à cette innovation? Bon, puisque j'ai un réseau de distribution aussi qu'on a mis en place, par exemple dans notre shop qui sont 100% made in Cameroun, l'accueil, on va dire, c'est de très bonnes surprises parce que les gens jusque-là ne savaient même pas que c'était possible d'avoir des farines ou alors des pains à base de manioc ou alors des pains de patates par exemple. Donc les gens sont agréablement surpris. Maintenant, on va dire qu'il faut bousculer les habitudes de consommation parce que on parle là sur des choses qu'on a eu l'habitude de consommer depuis 3 siècles. Ça va pas, le miracle ne va pas s'opérer du jour au lendemain. Donc l'accueil est bien, mais il faut davantage travailler pour amener les gens à comprendre que non seulement c'est ce qu'il faut consommer parce que c'est bien pour la santé, il n'y a pas de gluten dans ces farines-là. Ça booste l'économie parce que dès qu'on a commencé à produire suffisamment de blé, c'est vrai que les gars n'iront plus faire la moto, on ira au champ parce qu'il y a toute une chaîne qui sera impactée. Donc du champ, on aura les sémenciers, on aura la recherche parce qu'on travaille avec l'université Ngaoundéré, on aura les compétences autres aussi, par exemple le packaging qui sera impacté, les secteurs de boulangerie qui seront forcément impactés. Donc, on pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont influencés par le développement de ces filières-là. Ben voilà, vous abordiez la question du goût, donc intéressant au palais, mais bon pour le corps, l'organisme, chez nous africains. Vous avez déjà contacté justement, on sait quand même que ce sont de gros producteurs, mais surtout de grosses filiales qui sont derrière le blé et ses produits dérivés. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le Made in Cameroun, notamment dans ce secteur particulier, peut rivaliser avec ces mastodontes-là? Dans le cas actuellement, soyons honnêtes, on va dire pas encore. Mais qu'est-ce que je peux dire? Il y a des changements de curseur. Est-ce que vous pensez qu'il y a bon espoir quand même? Oui, parce que c'est des produits qui s'adressent à la masse. Et on pense que, et surtout au bas peuple, on pense que c'est ce peuple-là qui peut amener les autres qui sont des mastodontes à fléchir ou alors à entrer même dans l'industrialisation de ce domaine. Parce que nous, on encourage les gens à produire. Maintenant, si on n'a pas suffisamment d'équipements industriels, on aura un autre souci qui sera un souci de prix et de disponibilité. Donc, vraiment, on espère que ces mastodontes qui sont aussi, qui se cachent, qui sont portés par des humains, comprennent qu'il est possible de mettre ces équipements qu'ils ont aujourd'hui au bénéfice de la transformation artisanale et enfin à la transformation locale. Parce qu'on a un grand marché, on a le Cameroun, on a la sous-région et on a la zone de libre-échange intercontinental. Donc, je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. Et surtout, on rentre dans ce panafricanisme économique qui est prôné aujourd'hui et qui a le vent en poupe. Parlons justement du rôle de l'État. Qu'est-ce que l'État peut faire de plus? On sait que dans la SND 30 que vous avez cité tout à l'heure, l'import de substitution est une grande ligne chère au chef de l'État. Est-ce que aujourd'hui, vous qui êtes dans le secteur, vous sentez vraiment accompagné par les politiques publiques et les acteurs de ce secteur? Disons que l'État a mis en marche quand même certaines initiatives. Par exemple, l'année passée, on a vu naître Profalcam qui a été impulsé par, je pense que le MINDAF, non, un ministère,
j'ai oublié. Mais on a réussi à mettre en place une plateforme pilotée justement par ce ministère-là, qui a réuni ici à Yaoundé d'abord, ici à Douala, des acteurs de toute cette chaîne-là. Donc je pense que l'État est conscient de ces enjeux-là. Et maintenant, il faut des accompagnements qui soient, on va dire, qui intéressent les acteurs. Parce que souvent, on décaisse beaucoup d'argent. Concrètement, justement, de quoi ont-ils besoin, les acteurs? Vous, la première, de quoi avez-vous besoin en termes d'accompagnement? Si vous étiez devant les décideurs actuellement et ils vous demandaient, Madame Bem, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous répondriez? Oh, on a besoin de deux choses. Première chose, c'est la visibilité. Déjà, je dis merci à cet espace parce qu'on n'a pas de moyen de faire la communication. Et donc, on a besoin de visibilité, on a besoin qu'on parle des produits made in Cameroun, des farines à la télé, à la radio, tout ça. On a besoin de voir un décideur consommer ces pains-là. Intéressant. Vraiment, pour moi, ça serait intéressant que... Vous dites que si, par exemple, puisque nous sommes dans la région du littoral, un pain de patate était dans le panier du petit déjeuner du gouverneur, ça ferait les affaires du made in Cameroun. Exactement, ça créerait forcément quelque chose. Donc, on a besoin de ça et on a besoin... Peut-être c'est osé, mais que l'État puisse imposer au moins 10% de nos farines dans la réalisation de nos pains. Ça se fait dans d'autres pays. Au Sénégal, c'est systématique. C'est-à-dire qu'un boulanger sait que même si j'utilise le blé, il y a quand même 10% qui intègrent ma production. Ça, je vous dis que on a un grand frère qui a mené ce combat avant nous. Malheureusement, il est décédé. Et lui donnait les chiffres exacts sur ce que ça devrait avoir en termes de gains au niveau même, ce que ça pouvait apporter sur la balance commerciale. Donc il a eu des chiffres et ces chiffres-là sont intéressants, à 10% seulement. Donc voilà les choses qu'on peut demander. Et on peut aussi demander à ce que les équipements industriels soient mis en place. Parce que pour le moment, c'est vraiment semi-artisanal. C'est vraiment des choses rudimentaires. Du coup, ça n'encourage pas les populations à acheter nos farines parce qu'elles estiment qu'elles sont chères. Oui. Mais en réalité, elles ne sont même pas chères parce que quand le kilo de blé aujourd'hui coûte 600, à l'époque il coûtait 300. Quand il coûte 600, c'est que l'État l'a subventionné à 50%. Ça veut dire qu'en temps réel, il doit coûter 1200. Nous, on propose par exemple aujourd'hui la farine de patate à 1000 francs. Ça veut dire que s'il était subventionné, elle coûterait 500. Moins cher que voilà. le kilo de blé. Voilà. Et avec la mise en place des synergies pour le manioc, on a réussi à vendre le blé, par exemple, le kilo de manioc aujourd'hui à 400 francs. Et ce n'est pas subventionné. Donc, s'il est subventionné, il coûtera 200 francs. Ou moins. Voilà. Ou moins. Vous voyez, donc, voilà les choses qui ne sont pas difficiles à avoir. Dont on a besoin. Et des leviers qui peuvent être levés à ce niveau, ce petit niveau. C'est peut-être le moment de m'adresser directement à monsieur le gouverneur de la région du littoral, monsieur Iba Adiboua, qui, je sais, est quelqu'un qui est aux côtés des populations et qui est pour le développement économique à la fois de cette région mais également du Cameroun. Donc, monsieur, est-ce que vous pouvez intégrer un pain de patate ou un pain de manioc made in Cameroun, produite par les services de Madame Bem, dans votre petit déjeuner? Ce serait tout bénef. On parle d'autre chose. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le besoin de formation. Et dans ce sens-là, vous n'êtes pas la première. Le gouvernement a des politiques de formation. La dernière en date, c'est plus de 200 jeunes qui seront formés dans le cadre du projet du PTS, programme triennal spécial, justement dans la transformation de ces produits, notamment dans le domaine de la pâtisserie. Comment est-ce qu'à votre niveau, vous vous organisez justement pour ces formations? Faut-il des qualifications particulières? Qui peut participer à la formation et à la transformation de ces farines? De tout le monde. En fait, il suffit d'avoir envie de découvrir un secteur qui est nouveau et puis être disponible. De toutes les façons, la formation, elle est courte. Elle n'est pas maximum pour la boulangerie, c'est 3 mois. Et vous sortez avec une attestation. Maintenant, les formations se passent dans les boulangeries qui fonctionnent. C'est-à-dire que c'est totalement pratique. Et donc, donc si RIM aujourd'hui décide à la mi-juin de s'engager dans cette voie, juin, juillet, août, en août, je serai capable de produire les pains à base de farine locale.
ce n'est pas un peu utopique, ça? Non, ça se fait. Puisqu'on en vend. Malheureusement, on n'a pas eu des échantillons aujourd'hui, mais je pense que vous aurez la possibilité de goûter à ces pains. Non, c'est vraiment faisable. Parce que les techniques de production de farine, de pain à base de nos farines ne sont pas tant que ça différentes de ce qui se produit aujourd'hui. Il suffit juste de pouvoir connaître les quantités, les dosages, et puis c'est bon. Ça passe. Parce que maintenant, on fait encore les incorporations. Et donc, je vous disais au début qu'en travaillant avec l'université de Ngaoundéré, on veut trouver un élément qui remplace le gluten. Parce que c'est la seule différence avec nos farines. Là-bas, il y a le gluten qui n'est même pas déjà bon pour notre santé. Mais ce gluten permet au blé de rendre le pain visquilo-élastique. Donc, sur le plan local, avec l'université de Ngaoundéré, on essaie de trouver des alternatives locales qui aient la même fonction que le gluten. Et c'est déjà, on a commencé à faire des tests qui sont plutôt encourageants. Très intéressant. L'université de Ngaoundéré, justement, qui s'illustre dans la recherche, est un bel exemple. Agroalimentaire. C'est un très bel exemple. Alors, vous évoquiez un autre sujet. C'est peut-être le chantier sur lequel votre lutte se déploiera de façon plus forte. Le changement d'habitude de consommation. Après ces siècles passés à consommer du pain, c'est devenu un élément de notre vie tous les matins ou tous les soirs. Quelle est la stratégie que vous mettez en place justement pour migrer? On reste avec le pain, mais avec un pain fait à base de farine locale, de tout ce qui est produit chez nous. Bon, Vous à la maison déjà, vos enfants ont-ils déjà migré vers... Oui, et là vous me donnez même la possibilité en parlant d'enfants on a constaté que les changements se font rapidement auprès de cette couche-là, dont les enfants. Parce que quand vous allez faire des courses avec vos enfants dans un magasin, vous êtes influencé par ce qu'il aime. C'est en fait l'enfant qui dicte votre mode de consommation. Dès qu'il a adopté un truc, il est difficile de lui faire changer d'avis. Donc on a pensé, après avoir commencé par les adultes, on a vu que les adultes sont un peu récalcitrants. Mais on pense que les formations prochaines doivent s'appuyer sur les enfants. Il est en ce moment, on pense justement sur les ateliers. On va profiter des vacances pour que les ateliers soient directement adressés aux enfants, aux couches à partir de 6 ans jusqu'à 18 ans. C'est-à-dire qu'à la maison, justement, que l'enfant puisse amener les parents à faire des choses simples, à pouvoir produire même sa farine à la maison, à pouvoir faire ses pâtisseries avec la farine qu'on aura obtenue à la maison. Donc, je pense que c'est de là, justement, que... Parce que les enfants, quand ils vont grandir en utilisant ce qu'on a fait à la maison, ce sera facile de faire passer le message à la génération qui va venir. Mais les adultes, c'est un peu plus compliqué. C'est sacrifié, on dit. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais on ne va pas lâcher prise. On va continuer à former aussi les adultes, parce qu'il y en a qui sont vraiment volontaires, qui ont compris les enjeux. Parce que vraiment, les enjeux nous dépassent. Et c'est clair que le défi est un peu plus grand pour des adultes. C'est un peu comme vouloir redresser un arbre qui est déjà à maturité. Quel est le plaidoyer que vous portez aujourd'hui? Si on reste dans ce secteur du changement de mentalité, dans nos habitudes de consommation, vous dites qu'il faut semer à la base, parce que c'est cette génération qui monte, qui pourra perpétuer les bonnes habitudes. C'est ça. Maintenant, il faut aussi, les enfants pourront être influencés, mais c'est les adultes qui prennent les décisions. Donc, le plaidoyer va pas s'adresser aux enfants, mais aux adultes. C'est-à-dire que nous, on essaie de montrer, parce que c'est pas comme si on veut obliger les gens à consommer ça, mais il faut connaître pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de consommer ça, quels sont les bienfaits. Déjà, sur le plan économique, ça crée énormément d'emplois, ça ajuste, ou alors notre balance est déficitaire, on le sait, donc ça peut justement arriver à la rééquilibrer. À rééquilibrer notre balance déficitaire, parce qu'on aura créé énormément d'emplois. Et maintenant, sur le plan sanitaire, nous avons fait une petite recherche. Il y a dans le monde 10% de la population qui souffre d'intolérance au gluten sans le savoir.
et les chiffres vont grandissant. Donc, l'intolérance au gluten cause énormément de maladies. Donc, les effets se manifestent à partir de 50 ans. Parce que ce n'est pas des maladies comme le palu. C'est-à-dire que dès que... Instantané, on voit les symptômes. Justement, ça prend le temps. Mais il y a aussi certaines personnes qui... dont la forte consommation peut créer des maladies comme les appendicites, par exemple. Et il y a les enfants hyperactifs. Il y a des personnes qui ont des maladies dégénératives, donc l'hypertension, le diabète, etc. Ces couches-là sont des personnes qui ne doivent plus consommer les produits à base de blé. Et donc, d'emblée, il leur faut trouver autre chose. Mais nous qui ne sommes pas des personnes qui souffrent du gluten déclaré, parce qu'on ne le sait pas. Du coup, il faut éviter cette consommation. Donc, sur le plan sanitaire, il y a ce problème à régler. Non, si moi j'étais ministre de la Santé, je ferais de ce combat un combat privilégié. Oui. Donc, en plus... C'est le clone de Manaouda. Docteur Manaouda. Donc, en plus, il y a que c'est... à mon avis, c'est un combat d'identité, c'est-à-dire que pourquoi aller ailleurs prendre des choses dont on n'a pas forcément besoin alors qu'on a tout sur place. Donc c'est une fierté de savoir que on a vu ça avec la crise. Il y a des entrées qui n'étaient plus permis. Il y a par exemple au Gabon même, il y a eu des frontières qui ont été fermées parce que à cause de cette crise et à cause même de la maladie du corona. Donc développons des choses qu'on peut, produisons ce qu'on consomme et consommons ce qu'on produit. Et c'est en tout cas les politiques, les stratégies qui sont développées aujourd'hui tendent vers cet idéal-là. Mais pour qu'il ne soit plus juste un idéal, on vient de suivre quelques pistes sur lesquelles les différents décideurs peuvent se mettre afin de le transformer en véritable réalité. Et maintenant, puisqu'il faut l'exporter, comment ça s'exporte? Ça s'exporte déjà ailleurs, ce Made in Cameroun, précisément pour les farines? Oui, ça s'exporte même très bien. Moi, j'ai l'impression que c'est les autres qui consomment davantage. Encore une fois, le paradoxe du pays organisateur. Oui, c'est-à-dire que on a eu même des commandes de la Corée. C'est-à-dire que les gens, ils nous ont demandé... Quand je pensais ailleurs, je pensais en Afrique, mais vous dites que c'est au-delà des frontières africaines. C'est très loin de chez nous. C'est-à-dire que c'est là-bas où ils ont eu demandé plusieurs fois avoir des échantillons pour la farine de plantain. Dans les pays... bon, j'ai oublié. Mais il y a en Corée, en Angleterre et dans des pays occidentaux où on a justement eu énormément de demandes par rapport à ces tests-là. Eux, ils veulent vraiment commencer déjà à produire, à consommer ces farines-là chez eux. Espérons qu'on ne se fera pas encore dévancer avec cette autre innovation qui vient pourtant de chez nous. Maintenant, si après avoir sommé, crié, pleuré, dit que bon, consommons ça et que c'est là-bas que les gens passent et commencent, forcément... Puisqu'il faut bien vivre. Voilà, on devra vendre là-bas. On comprend. Et en Afrique, ça passe aussi? Oui, ça passe énormément aussi. Surtout que là, dans les pays de la zone CEMAC au Gabon et en SCA, on a eu des sollicitations pour des formations là-bas. Ah bah voilà. Oui, donc les gens aussi, eux, au Gabon, ils se sont davantage ces dernières années lancés dans l'agriculture. Donc, ils veulent aussi passer à l'étape de transformation. Donc, on a eu déjà ces sollicitations et ça montre que les gens sont vraiment en éveil. Et au Congo également. D'accord. En l'état, est-ce que Madame Bem rentre dans ses frais? Est-ce que ce que vous dépensez et ce que vous gagnez vous permet de continuer ce combat? Non. Oh. Non. Le Made in Cameroun pour le moment n'est pas rentable. C'est pas un business. Donc du coup... C'est vraiment un sacerdoce patriotique. Oui, pour le moment. Parce que c'est vraiment pas la masse qui vient. C'est les gens qui arrivent, davantage d'étrangers. C'est comme on les appelle les menguis qui arrivent et qui font des achats. Pour le moment, donc on ne peut pas compter sur ces gens. Et je pense que lorsqu'on aura suffisamment évolué et lorsque les gens nous auront suffisamment pris au sérieux, ça pourra être des activités lucratives. Alors, vous avez cité des choses qui permettront aux gens de savoir même ce qui se passe et peut-être avec, comme on l'a dit tout à l'heure,
si un décideur, une personnalité prenait sur lui de goûter, de manger de ce pain, dans le sens propre du terme, en Mondovision, ça pourrait booster et peut-être décloisonner les pensées. Alors, est-ce qu'il y a d'autres astuces que vous avez pensées qui peuvent être mises à contribution pour rendre plus visible ce que vous faites et qui est d'ailleurs très bien fait? On est en train de mettre sur pied un autre projet qui s'appelle une commune, une boulangerie artisanale. D'accord. C'est-à-dire parce qu'on pense que le développement vient surtout des zones rurales. Parce que du fait de l'enclavement, d'un certain nombre de problèmes, souvent ce qui arrive en ville, c'est les 60%. Parce qu'une autre étude a montré qu'on a 40% de pertes post-récolte. Wow. Donc vous imaginez, vous mettez... On prend à cause de l'état des routes, exactement, à cause conditionnement. Aussi, par exemple, le cas du manioc, des tubercules, de la durée de vie de ces tubercules qui est très limitée. Donc, maximum 48 jours, 72 heures, c'est plus bon. Donc, on pense en créant des pôles de transformation dans les zones rurales, ça peut permettre aussi de réduire ces pertes post-récolte, premièrement, de créer des emplois. Et puis, je vais prendre l'exemple de mon village. Je suis dans un village où pour manger le pain vient de 20 km. Wow. Donc, parfois, le pain arrive à 13 heures. Il arrive à 13 heures. Donc, dans ces zones, et pourtant, c'est une zone qui a des potentiels, qui cultive énormément de manioc, de patates et tout ça. Donc, si on peut mettre on a le petit déjeuner juste derrière la maison. Voilà. Si on peut mettre un système artisanal, je sais que dans la zone de Bamenda, par exemple, c'est des systèmes artisanaux de production de pain de patates. Donc, si on peut développer ça, ça peut résoudre aussi beaucoup de problèmes. Donc, c'est vraiment une commune, une boulangerie artisanale. Donc, on veut avoir 360 boulangeries artisanales. Autant de boulangeries qu'autant de communes. Exact. Et c'est un plaidoyer qu'on portera avec vous. DBS Télévision se veut précurseur et peut-être pionnière également de ces médias qui accompagnent dans le fait tous ces promoteurs qui pensent Afrique en premier et qui veulent d'une manière ou d'une autre remettre au niveau qu'elle doit vraiment avoir notre belle Afrique. Merci Madame Bem. C'est moi qui vous remercie. Et on vous encourage à rester dans ce combat. Merci. On se fera le plaisir de vous accompagner autant que faire se peut. Merci beaucoup. Merci. Vous avez regardé l'interview, les programmes continuent sur DBS Télévision. À très vite.